Bonjour tout le monde. Vous avez remarqué que je suis pas très prolifique dans la publication d'enregistrements. Il y a des raisons derrière ça. Une de ces raisons-là, puis je dirais que c'est la principale raison, c'est que en date d'aujourd'hui, j'ai encore une conscience surmentale et non supramentale. Ça implique que l'ego se met facilement encore en travers du chemin. C'est-à-dire que lors de la descente de la parole, il y a encore une surveillance de la part de l'ego de ce qui est dit. Et automatiquement, cette surveillance-là agit comme un filtre qui obscurcit de façon plus ou moins importante l'intelligence qui essaye de descendre. Ça implique donc que, encore à ce jour, quand je parle, il y a une mise en forme imparfaite. Donc, le résultat, c'est une forme imparfaite. Et je reste sur mes gardes quant à la diffusion de trop de formes imparfaites liées à la soi-disant conscience supramentale. La raison de ça, c'est que toutes ces formes imparfaites-là que moi je publie, que beaucoup d'autres mondes qui parlent de conscience supramentale publient, seront forcément récupérées par l'astral et utilisées par l'astral contre la conscience supramentale. Ce phénomène-là entraînera clairement une difficulté pour les gens qui tentent de percer les secrets de leur conscience à débroussailler tout cet imbroglio qui se passe au niveau de la pensée quand on commence à mettre le pied dans cette conscientisation-là. Donc, tant que j'aurai pas la capacité de mettre en forme un peu plus parfaitement ce que j'ai à dire, je vais tenter de ne pas trop faire de publication pour pas trop ajouter à cet édifice qui peut être chambranlant et impressionnant. Ceci étant dit, je me pose souvent la question, si telle est la situation, pourquoi est-ce que je fais tout de même des publications? Comme je l'ai dit au tout départ, le fait de publier, pour moi, c'est un peu une mise à l'épreuve de ma capacité de parole, mais aussi et surtout une création de mouvement dans ma propre énergie. Et puis, la publication, même si elle est imparfaite, peut quand même servir à l'auditeur à évaluer sa propre perception ou sa propre vibration face à ce qui est dit justement d'imparfait. On touche là un sujet qui est quand même crucial et capital, qui est répété souvent, mais qui est difficilement compris rapidement. Ça prend beaucoup de temps à comprendre cet aspect-là, c'est qu'il ne faut pas croire et qu'il ne faut se fier à rien d'autre qu'à soi-même quand on est en contact avec une information quelconque qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. Autrement dit, le fait de publier des formes imparfaites vous permet de jauger
l'imperfection de cette forme-là et ainsi bâtir une espèce de baromètre intérieur qui vous permet avec le temps d'évaluer ce qui fait partie de la réalité et ce qui n'en fait carrément pas partie ou qui manque tout simplement d'ajustement. Il est donc pas nécessairement mauvais quand on se conscientise d'être confronté à des formes imparfaites. Le danger, et je tiens à ce que vous entendiez bien cette chose-là, le danger, c'est quand on est crédule face à une forme, qu'elle soit parfaite ou non. Si on est crédule face à cette forme, on se met automatiquement, plutôt inconsciemment que consciemment, sous sa domination. Si nous demeurons neutres et objectifs face à cette forme, alors le danger est beaucoup moins grand car nous ne la qualifions pas nécessairement pour vraie, nous la regardons simplement comme étant existante et nous en jugeons la valeur pour et par nous-mêmes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je publie quand même un peu. Une autre des raisons, c'est que parmi ces formes imparfaites, il peut quand même y avoir à l'occasion des éléments qui servent ou qui résonnent chez l'auditeur et qui permet de débloquer certains nœuds dans sa conscience. Donc, si l'auditeur est capable de rester critique et objectif face aux formes imparfaites qui sont publiées, les miennes ou celles des autres, il reste alors capable de saisir des bribes de lumière qui lui conviennent et capable aussi de rejeter l'inintelligence qui s'est infiltrée dans le propos par incapacité de celui qui parle de laisser complètement son ego de côté. Dans une certaine mesure, ce que je suis en train de faire, c'est de détruire les formes que j'ai publiées jusqu'à maintenant. Mon but n'est pas de les détruire en disant qu'elles n'ont rien de bon. Mon but est de les détruire dans le sens où, pour moi, ces formes n'ont plus de valeur réelle. Pour moi, en tant que celui qui les a parlé, ces formes n'avaient d'importance qu'au moment où elles ont été parlées. Donc, ça se pourrait très bien que dans un avenir plus ou moins rapproché, je reparle d'un même sujet et que j'en parle différemment et même qu'on y trouve des contradictions. Je ne peux pas être mal à l'aise de produire une parole sur un même sujet, même s'il y a des contradictions, car quiconque est en contact avec le réel se rend bien compte qu'il y a des irréalités dans ce que j'ai publié jusqu'à maintenant. Donc, si un même sujet est parlé et que des contradictions sont mises en lumière, si je suis suffisamment intelligent, c'est qu'une lumière sera mise sur les aspects qui étaient imparfaits, donc inexacts, lors de la première prise de parole. Donc, dans le présent enregistrement, je détruis les formes antérieures parce que je peux pas, en tant qu'être qui se conscientise, rester attaché émotivement à ces formes-là. D'ailleurs, je les ai jamais réécoutées
et je me rappelle à peu près de rien de ce que j'ai dit. Mais je voulais mettre de l'avant publiquement le fait que cet attachement à la forme qu'on génère nous-mêmes est une entrave à notre avancement. Et là, je parle de ces formes, de ces enregistrements parce que c'est le moyen que j'ai utilisé, mais ça reste valable pour n'importe quelle forme. Parce qu'une forme ne peut être qu'à la mesure de notre réalité du moment et notre réalité doit être constamment changeante parce que la vie est un fluide. La vie est un fluide. Donc, en tant qu'être, nous devons constamment intégrer cette fluidité-là qui transforme, et cette transformation génère nécessairement des formes plus évoluées, donc qui peuvent potentiellement être en contradiction avec ce qui a été émis auparavant. Quand je parle de destruction de la forme, j'en parle pas nécessairement au niveau d'une destruction physique. Vous allez remarquer que pour l'instant, je retire pas les enregistrements précédents. Je parle d'une destruction émotive, une destruction du lien entre l'ego qui a produit la forme et la forme elle-même. Donc, quand on veut détruire une forme dans sa vie, il ne s'agit pas nécessairement de l'éliminer matériellement parlant. Des fois, ça peut être nécessaire, puis c'est parfait, mais ce n'est pas toujours nécessaire non plus. L'important, c'est de bien comprendre conscience du lien que l'ego peut avoir avec cette forme-là et de détacher l'ego de cette forme. Quand on parle de destruction d'une forme, et là ici je vais parler d'une forme matérielle, ça implique qu'il y a eu cristallisation d'une certaine énergie pour matérialiser cette forme-là. Plus on se conscientise, plus ça devient évident que ce qui habite notre espace psychique, peu importe sa qualité vibratoire, sert de moule à la cristallisation de l'énergie et à la mise en forme de cette énergie dans la matière, donc dans la matérialisation. Si on veut matérialiser une vie qui nous correspond ou qui correspond à l'état de conscience qui nous habite actuellement, c'est important que ce qui nous habite psychiquement corresponde à cette réalité qu'on veut cristalliser ou matérialiser. Je donne un exemple. Quelqu'un peut être pris dans une expérience liée à son travail, c'est-à-dire qu'il y a un travail 8 à 4, 8, 9 à 5, peu importe, dans lequel il n'est pas parfaitement bien. Mais si ce travail existe comme expérience dans sa vie actuelle, faut pas perdre de vue que nécessairement c'est parce que ce travail génère en lui de l'activité qu'il doit reconnaître et intégrer. S'il n'avait pas ces choses, ou appelons-les ces failles, qui sont mises en lumière par son travail, l'ego n'aurait pas à être prisonnier dans un travail qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus parfaitement. Donc, s'il est encore prisonnier de cette expérience, c'est qu'il a encore en lui, dans son espace psychique, des pensées ou des formes pensées ou une astralité qu'il n'a pas vue, qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas intégrée. Cette astralité en lui cristallise l'énergie de son esprit et matérialise les situations qu'il doit vivre dans son travail. Donc, pour arriver à modifier l'expérience dans laquelle nous sommes prisonniers,
il est plus prudent et payant de travailler à l'intégration des failles que met en lumière l'expérience plutôt que de travailler sur la matière pour modifier ou changer cette expérience. Lorsque les failles seront intégrées, de toute façon, la nature de l'expérience va changer. Ce changement pourra prendre diverses formes à nouveau. C'est-à-dire que soit la personne changera de travail, ou soit elle restera dans le même travail, mais les irritants disparaîtront. Est-ce que les irritants disparaîtront parce que les irritants disparaîtront ou parce que ces irritants n'auront plus d'impact sur sa réalité psychique et donc psychologique? Au final, ça a très peu d'importance. Ce qui est important au bout de la ligne, c'est que l'ego sera tout de même plus libre dans la nouvelle expérience, peu importe la forme qu'elle prendra, car il aura intégré les failles en lui qui le déstabilisaient ou qui lui volaient son énergie pendant la dite expérience. Donc pour moi, la cristallisation de la matière, c'est la cristallisation d'une énergie qui nous habite en diverses formes matérielles ou expériences. Puis, il faut bien réaliser que si ces formes ou expériences-là nous conviennent pas, il faut trouver un moyen de détruire cette forme. Et la destruction de la forme dans ce genre de situation va aussi passer par la destruction du lien émotif entre l'ego et son expérience. Donc pour moi, la matérialisation et la destruction de la forme sont deux sujets intimement liés et l'ego doit bien réaliser que son expérience sera toujours un reflet ou l'expression des forces qui l'habitent. Donc, si l'expérience ne fait pas son affaire, il doit prendre l'habitude, cet ego, de combattre les forces en lui-même qui cristallisent son énergie prépersonnelle en une matière qui ne lui convient pas parfaitement. Donc le combat ne doit pas être livré contre la forme, mais contre les forces en lui qui provoquent ces formes-là. Quand cette chose est dite, ça ne veut pas nécessairement dire que le combat doit être strictement intérieur. Il doit être premièrement intérieur, mais parfois, même souvent, l'ego, pour aligner sa matière avec son état psychique interne, doit poser des mouvements, des actions concrètes et matérielles pour aider à aligner tout le processus. Donc, ce qui est dit ici, c'est pas qu'il faut strictement combattre les forces. Il ne faut pas nécessairement strictement combattre la matière, mais il faut absolument combattre les forces et lorsque ces forces lentement capituleront ou rapidement selon notre niveau de conscience, de volonté, d'intelligence et d'énergie, devra être accompagné d'un mouvement dans la matière pour concrétiser et matérialiser le nouvel état psychique issu du combat. L'ego est parfois et souvent, voire toujours, réticent à détruire une forme qu'il a construite. L'ego s'attache facilement aux formes qu'il génère. L'ego est une bête émotive. C'est un des premiers pièges à réaliser quand on veut fluidifier notre vie.
Autrement dit, c'est pas possible de détruire une forme tant qu'on réalise pas qu'on est attaché à cette forme, tant qu'on n'accepte pas que cette forme apportera des changements, des bouleversements. Donc, il est facile de dire qu'on doit détruire une forme, mais il n'est pas si simple pour l'ego dans son quotidien d'embrasser pleinement cette fluidité et cette absence de lien émotif par rapport à la vie qu'il a générée, consciemment ou non. Il s'agit donc pour l'ego, encore une fois, d'être conscient que s'il est bien, il n'y a pas à se casser la tête. S'il n'est pas bien, il a une forme à détruire. Il doit donc identifier cette forme, comprendre ce que cette forme génère en lui, identifier donc les failles qui entretiennent inconsciemment cette forme et rendre ces failles conscientes et entreprendre la bataille entre lui en tant qu'ego et les forces à l'intérieur de lui qui entretiennent cette faille à leur propre profit pour ainsi se libérer de ces forces et par conséquent de la forme. Parfois, on est en tant qu'ego attaché aux formes, même si on sait qu'elles nous font du mal. Pensez à une peine d'amour. Le chum, la blonde, a trompé. En tant qu'ego, nous ne voulons pas de ça dans notre vie, mais pourtant, certains égos peuvent se morfondre pendant des semaines, des mois, des années face à cette forme. Il y en a qui peuvent prendre des semaines, des mois, des années avant de laisser le conjoint qui trompe et de passer à un autre appel, même si la forme les fait souffrir atrocement. Donc, l'ego, même l'ego conscient, je tiens à le souligner, quand je parle d'ego conscient, je ne parle pas de l'ego pleinement fusionné et pleinement intelligent, je parle de l'ego en voie de fusion, même de fusion avancée. L'ego conscient peut être attaché à des formes qui le fait souffrir. Il manque donc d'intelligence face à certains aspects de lui-même. Merci pour votre écoute.